rappelle. Il faudra qu'on fasse un petit topo où on en est, de quantifier le nombre d'émissions qu'on a fait ensemble désormais. Mais on n'est pas loin des 50, 60 peut-être facile. Voilà, à voir ce qu'il en est depuis. Oui, le temps passe très vite. Il faudra faire un best-of. Il faudra faire un best-of, exactement. Les meilleurs moments, ouais. Tout à fait. Fabrice Aubert, bonjour à toi. Fabrice, Bonjour tout le monde, bonjour aux auditrices et auditeurs, bonjour à l'équipe de Radio Galère qui nous accueille toujours aussi gentiment. Et patiemment aussi. Oui, patiemment. Ouais. Avec grand Il plaisir. faut de la patience avec moi. Il faut de la patience. Alors, écoute, avant de commencer, je voudrais mettre cette intervention sous, comment dirais-je, les sentences d'une part de George Orwell qui dans son roman en 1984, Big Brother, a écrit « La dictature s'épanouit sur le terrain de l'ignorance ». Nous, on essaye ici de faire le maximum pour quitter ce terrain de l'ignorance et de l'obscurantisme et rentrer dans, je ne dirais pas la connaissance, mais en tout cas les approches un peu différentes des choses. Et puis Victor Hugo qui dit « Il me convient d'être avec les peuples qui meurent, je vous plains d'être avec les rois qui tuent ». Et quand tu es avec les peuples, évocateur. Et quand tu es avec les peuples qui meurent, en fait, c'est que tu es un militant, c'est-à-dire donner du temps pour autrui. Alors, la thématique du jour, je ne vous cache pas que, rappelons-nous que nous sommes presque mi-février, que nous allons fêter, entre guillemets, les 2 ans de guerre en Ukraine, sans que, toujours à l'heure actuelle, des solutions visibles se dégagent, hormis ce qu'il est possible d'entrevoir en ce moment, c'est-à-dire une victoire de la Russie, vu que les États-Unis abandonnent le terrain en termes d'armes, en termes de financement, etc., et que l'Union européenne n'a pas la profondeur de champ, ni d'armes, ni industrielle d'ailleurs, Face au micro, mon Fabrice, sinon on a du mal à t'entendre. pour faire face à cette situation. Donc, s'y rajoute la guerre en Palestine et l'élargissement qui se fait en ce moment avec ce qui se passe en mer Rouge, profondément lié au commerce mondial d'ailleurs, puisque par la mer Rouge traverse 15% du trafic mondial, c'est pas rien, mais aussi l'Iran, puisque la cible visée par les États-Unis, c'est l'Iran, donc le risque d'extension de la guerre totale existe. Et ma réflexion du jour, aujourd'hui, c'est d'essayer de montrer en quoi la guerre totale, la guerre militaire, extérieure, internationale, mondiale, on peut y mettre tous les vocables qu'on veut, sont avant tout la conséquence des guerres sociales menées à l'intérieur. Et quand j'ai cherché guerre sociale, je suis tombé sur un journal qui existait en 1914 et qui s'appelait La guerre sociale. Donc tu vois à quel point la période actuelle renvoie à la question de ce qui s'est passé en 1914, qui pour des historiens qui ont travaillé sur la question disent là aussi que la guerre de 14 ce fut une série d'enchaînements et qui aurait pu être arrêtée et qu'on n'a pas voulu. C'est ce qui s'est dit communément, tu as raison. Et qu'on s'est laissé happer et entraîner par la guerre inévitable. Et aujourd'hui, vous avez les mêmes discours qui sont tenus à la télé de la guerre inévitable, au point que des généraux de l'OTAN disent que dans 5 ans, la Russie serait prête pour à nouveau faire une guerre en Europe et à l'Europe, ce qui est complètement fou. Et puis, est sorti un livre, parce que moi, vous savez, tous les jours, j'écoute LCI, est sorti un livre d'un journaliste qui s'appelle Jean-Christophe Marché, enfin un truc comme ça, et le titre c'est « La France est-elle prête à la guerre ?» Donc, tu vois rien que par le titre qu'on soumet les esprits à cette idée de guerre totale. Sans parler qu'on nous parle toujours de réarmement. Le réarmement, c'est Macron. On le met à toutes les sauces, voilà. Le réarmement. Et tu vois, tu as raison de souligner cet aspect. C'est toi parce qui que le souligner, c'est pas moi, tu le sais, c'est ton boulot. Mais ça... c'est bien, mais ta répartie et juste ne fait que confirmer ce que je dis.
c'est-à-dire le concept de réarmement, il aurait pu dire remuscler la France. Ou quelque chose de plus élégant encore. Voilà. Que ça. Mais bon, mais réarmement, ça parle. Non, réarmement, c'est... Voilà, il faut aller à la guerre. Il faut aller à la guerre. Alors, d'ailleurs, tu dis dans ces thématiques-là, guerre sociale, guerre totale, tu casses, tu répares, point d'interrogation. Alors voilà, parce que la phrase du Premier ministre, ça a été « tu casses, tu répares ». Et moi, ce que j'essaye de montrer, c'est qu'en définitive, ceux qui cassent, c'est le gouvernement depuis une trentaine d'années, qui, par exemple pour les hôpitaux, c'est 112 000 lits d'hôpitaux supprimés en 20 ans. L'évolution du nombre de passages annuels aux urgences ne cesse de se développer, mais dans le même temps, l'évolution des lits dans les hôpitaux français chute de manière dramatique. Et c'est ça qui explique, si tu veux, qu'après, nos anciens, quand ils vont à l'hôpital, meurent sur des brancards abandonnés au fond des couloirs. Des anciens ou des jeunes, hein, parce que dernièrement, c'est un jeune qui est mort. C'est un jeune, en effet. Et puis, quand tu regardes la cartographie des suppressions des lits à l'hôpital, toute la France est touchée. Toutes les régions sont touchées. Quand tu regardes la rémunération des infirmiers hospitaliers, la France arrive en 26e position sur les 29 pays étudiés. Et donc ça, et c'est important la question des salaires, parce que les salaires, c'est l'expression de la qualification. Moins la qualification est élevée, moins tu payes. Alors que la qualification des infirmiers en France, c'est Bac+3, mais elle ne cesse de se dégrader en termes de rémunération. Au point, si tu veux d'ailleurs, que les infirmiers des hôpitaux publics quittent le métier pour devenir infirmiers libéraux. D'où la désertion des hôpitaux. Et tu assistes au même mécanisme pour les écoles. Les écoles publiques sont abandonnées. Et tu as la chute, on va le voir, des rémunérations. Mais donc, l'hôpital public en France, en 1980, c'était 731 lits pour 100 000 habitants. En 2020, c'est 378 lits pour 100 000 habitants. Et dans le même temps, alors que notre population, comme on ne cesse de nous le dire par ailleurs en termes de démographie, ne cesse de vieillir. Et ça veut donc dire que les besoins en termes de santé, de proximité, augmentent. Donc tu ne peux pas d'un côté dire on veut soigner et dans le même temps réduire non pas l'offre de soins, parce que l'offre c'est offre-demande, donc marché, mais la réponse en termes de besoins de santé des habitants. Et dans le classement, parce que tout ça, ça a des conséquences, dans le classement mondial des systèmes de santé, en 2000, l'OMS classait la France première situation de santé mondiale. En 2020, la France est à la 24e place mondiale. Donc tu vois bien que la casse de l'hôpital génère un recul de la position de la France dans les systèmes de santé. Et donc une dégradation pour les individus. Tu prends l'école, il y a eu plus de 1000 écoles qui en tendance sont fermées. Et rappelons-nous alors la phrase de Victor Hugo, tu ouvres une école, tu fermes une prison. Ça veut donc dire que si tu fermes une école, il faut ouvrir des prisons. Il faut ouvrir des prisons. C'est ça, exactement. Donc, par la fermeture des écoles, tu planifies la délinquance. Tu comprends comme c'est grave, ça? Et a priori, c'est intemporel, ce qu'évoquait Victor C'est d'ailleurs, en fermant les écoles, on planifie la délinquance. Ça, absolument. C'est une très belle vision. Mais non, mais c'est la réalité. Ouais. Et c'est écrit par Victor Hugo, tu vois. C'est pas une fois de plus, Victor Hugo, c'est un écrivain connu, enseigné et connu dans le monde entier en plus. C'est un génie. Voilà. Quand tu regardes l'évolution, alors si tu regardes l'évolution budgétaire de l'école, certes elle est en augmentation en valeur absolue, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est le poids, non pas des dépenses publiques par rapport au PIB, mais le poids de l'investissement public dans l'éducation. Car l'éducation n'est pas une dépense, mais un investissement. Puisque si tu veux, les jeunes qui passent par l'intermédiaire de l'école vont se retrouver plus qualifiés. Donc, la dépense, ce qu'ils appellent la dépense intérieure d'éducation est passée de 7,5% dans les années 80 à aujourd'hui 6,5%.
Donc tu as une baisse relative des moyens et donc de fait une diminution absolue des moyens consacrés à l'école et à l'éducation. Et ceci, en plus, avec une situation de population paupérisée et en difficulté dans les quartiers. Hein. Donc, voilà, en fait, tu fais la guerre au peuple. Quand tu penses, et là, c'est un titre de regard, 298 filles se sont présentées à l'école avec une abaya, tu vois un peu le truc. Mais dans le même temps, au moins 1990 enfants sont sans solution d'hébergement avant la rentrée scolaire, donc dorment à la rue. À Mayotte, entre 5000 et 9500 jeunes sont privés d'accès à l'école. Et enfin, un prof, dans les années 80, au collège, débutait avec 2,2 fois le SMIC. Aujourd'hui, un prof de collège débute avec 1,2 fois le SMIC. Et après, tu t'étonnes de la violence qui existe potentiellement de la part des élèves vis-à-vis de leurs enseignants et de la structure scolaire. Mais dans une économie de marché, ce qui donne de la valeur, c'est le coût, le prix. Si tu dévalorises de 50% le prix des gens qui éduquent, ça veut dire quelque part que ça n'a pas de valeur. Donc que tu peux le traiter n'importe comment. Je ne justifie pas. J'essaye de montrer en quoi ce maltraitement de l'éducation nationale a des conséquences. Si on regarde l'évolution du budget de l'université par étudiant, c'était en base 100 en 2010. Aujourd'hui, c'est à 78. Donc, ça a diminué. Et il y a une chute de 15% des moyens financiers affectés à l'école. Tu casses, tu répares. 10 millions de Français vivent maintenant sous le seuil de pauvreté et je crois que ça a augmenté. Hein. Il manque ce matin 3100 postes de professeurs ce matin pour faire tourner l'école. Selon Attal, qui était déjà ministre de l'Éducation nationale, tout va bien. En France, en 10 ans, sous Sarkozy, Hollande et Macron, la fortune des milliardaires est passée de 82 à 442 milliards de dollars. Le nombre de bénéficiaires de l'aide alimentaire a lui triplé. Les soins dentaires, la sécurité sociale ne remboursera plus que 60% des frais à partir du 15 octobre. Arrêt maladie en hausse, les règles de contrôle des salariés vont changer. 1996, les 500 plus grandes fortunes du pays possédaient l'équivalent de 6% du PIB. En 2021, c'est 47%. Donc on voit bien que la prédation, elle ne vient pas des gens, elle ne vient pas des jeunes, elle vient du capital. C'est donc le capital qu'il faut remettre en cause. Et si tu prends le chômage, si tu prends les catégories, la catégorie A, qui est sans cesse projetée sur tous les écrans de télé, les chômeurs représentent environ 12% de la population active. Mais dans la réalité, c'est presque 6 millions de personnes qui sont inscrites à Pôle emploi, c'est-à-dire pour 962 299 offres dans toute la France, dont 504 000 offres en CDI uniquement. On est, dans la réalité, à 22,5% de taux de chômage qu'on prend toutes les catégories de A à E. Donc, tu es dans une situation de chômage de masse et avec, en plus, la proportion de chômeurs indemnisés par l'UNEDIC est passée de 50% à aujourd'hui 37%. Quand tu dis l'UNEDIC, tu voulais dire le Pôle emploi, c'est peut-être oui, les termes. C'est ça, aujourd'hui. France Travail. France Travail, exactement. Mais d'ailleurs, il y a un chiffre éloquent. Ouais. Mais tu sais pourquoi France Travail? C'est parce qu'il aime tellement le régime de Vichy et que le slogan de Vichy, c'était honneur, famille, travail. Ou un truc comme ça. Non. Je donne travail, famille, patrie. Travail, famille, patrie, exactement. Voilà. Merci Dany Bourrier pour qui a connu ce régime. pour sa mémoire. Je suis un admirateur de Pétain. Inconditionnel. Par contre, ne vieillis pas mon Dany.
Autant que ça, s'il te plaît, Christian. Il sait que je plaisante. L'évolution du taux de précarité est passée en 1982 de 6% à aujourd'hui 16%. Ah, c'est énorme. 10% supplémentaires. Ouais. Voilà. Et tu sais comment? Par l'intermédiaire des jeunes. On va y revenir. Et tu t'étonnes, mais début des privatisations, 1986. Création des Restos du Cœur, 1985. Et c'est durant cette période que la précarité de l'emploi augmente. C'est-à-dire que le système, comme pour l'école tout à l'heure, quand on disait tu fermes une école, tu ouvres des prisons, tu planifies la délinquance, et bien là, comme ils savaient que les privatisations allaient détruire l'emploi industriel et l'impossibilité de s'insérer dans la société, on a monté dès le début les Restaurants du Cœur et la précarité. Les CDD. On privatise, on ouvre plus de Restaurants du Cœur. Voilà. Puisque ça détruit de l'activité. C'est une planification de la précarité. Absolument. On y revient toujours. Tout est planifié. Parce que quand tu évoques, tu casses, tu répares, enfin du moins tu reprends ces termes-là du fameux gouvernement, on sait que toutes les thématiques sont liées et qu'elles nous, au quotidien, quand on parle de logement social, retraite, sécu, transport, droit du travail, hôpital, école publique, assurance chômage, a priori c'est des thèmes où on est confronté tous les jours à ça et où on en parle, j'ai envie de dire, Voilà. quasiment tous les jours aussi. Et alors je suis tombé sur un graphique que je n'avais jamais vu auparavant, qui est absolument magnifique, sur la différence entre mobilité dans le travail et rotation, roulement et rotation. Et je savais pas, j'arrivais pas à comprendre la différence. En fait, la mobilité dans le travail, c'est quand toi, salarié, tu décides de changer d'entreprise, ou de service, ou de région. C'est donc une mobilité choisie. La rotation et le roulement, c'est la même chose que la mobilité, mais c'est subi. C'est imposé. Imposé. Comme la mutation, c'est ce que tu veux dire aussi peut-être? Quand tu es muté, tu n'as pas le choix, c'est-à-dire que tu dois Non, subir. les mutations pour un fonctionnaire, en théorie, c'est à sa demande. Sauf les très hautes catégories qui sont évidemment à disposition de l'État. Par exemple, un préfet qui est nommé sur un poste, c'est l'État qui peut du jour au lendemain lui dire « bon ben, vous n'êtes plus là et je vous mets ailleurs hein, ». Ou je vous mets et vous allez faire autre chose ailleurs. Comme le préfet l'allemand, par exemple. Comme par exemple le préfet l'allemand. Voilà, exactement. Donc dans la très haute fonction publique, là oui, les mutations sont arbitraires. Pour les catégories C, B et A de la fonction publique, hors très haut encadrement, les mutations sont à la demande du salarié. Hein. Et d'ailleurs, dans l'éducation nationale, les enseignants demandent des mutations. Souvent, c'est pour se rapprocher de leur famille ou de leur région d'origine, parce que tous, en règle générale, ils commencent à Paris ou dans le Nord. Donc, le roulement est quand même passé, hein, parce qu'il faut voir. Hein, et ces roulements, c'est contrats de moins d'1 an. Tu vois un peu le niveau de précarité. On est d'accord. Hein. C'est passé de 20% en 82 à 160% aujourd'hui. x8. Voilà. Donc, tu organises la précarité, et évidemment, ça ne touche pas les anciens, puisque eux étaient en CDI à 85%. Dans les années 80, 85% des emplois créés du secteur privé, c'était des CDI. Aujourd'hui, c'est l'inverse. 85%, c'est du CDD ou de l'intérim. Hein. Donc, ça touche les jeunes. Et autre graphique très intéressant, c'est l'évolution du taux d'emploi des 25-49 ans en France de 1975 à 2013. Et avec une distinction entre les hommes et les femmes. Et tu observes, et c'est là où il faut faire le lien avec la retraite aussi, c'est que tu observes que les jeunes garçons, hein, donc de 25 à 49 ans, avaient un taux d'activité de 95% en 1975. Tu avais un taux d'activité qui était presque maximum, hein, de 25 à 49 ans. Je n'ai pas dit en dessous, hein, parce qu'en dessous, c'est la scolarité. Bon, mais de 25 à 49 ans, 95%. En 2013, ce taux d'activité tombe à 85%. Et dans le même temps, tu as une montée du taux d'activité des femmes qui passe de 55% à 80%.
C'est-à-dire, en fait, le système s'est servi des femmes pour concurrencer l'activité des hommes, ce qui a permis de faire baisser le salaire global. Et oui, parce qu'on paye moins les femmes que les hommes. Voilà. 25%. 25%. À qualification égale. Radio Galère, bonjour. Et là, c'est une violence absolue. C'est une Bonjour, violence mon René. absolue. Et une violence à C'est-à-dire caractère que sexuel. C'est quoi? Tu lui reproches d'être C'est-à-dire pessimiste ou d'être et réaliste? observe que c'est dans cette période à Fabrice Aubert qu'on a qui est mis train en de nous place faire. le capitalisme mondialisé. Eh oui. Donc les privatisations, etc., etc. Les restaurants du cœur, etc., etc. J'y reviens pas. Je transmets ton Pourcentage des salariés à temps partiel. ton saut d'humeur. Les femmes, c'est passé de 17,9% à 30%. Et c'est du temps partiel contraint. C'est Alors, pas attends, elle je te qui mets à l'antenne, choisit. tu le fais en 30 C'est secondes. pour ça que tu vois, par exemple, aux caisses des supermarchés, beaucoup de femmes. De manière rapide. Merci, mon ami, à de suite. Ou dans les Bouge pas. emplois type site logistique Google. Fabrice, je m'excuse. Priorité à nos auditeurs et notamment à René, fidèle auditeur des ondes de Radio Galère, qui souhaitait réagir. Bonjour René. Avec un saut d'humeur également. Bonjour Fabrice, et voilà, je suis très très content de t'entendre, tu nous as manqué énormément. Voilà, je me demandais où est la joie de vivre. Question existentielle et philosophique, oui. Où est la joie de vivre? Le seul plaisir maintenant de vivre, c'est d'avoir un smartphone entre les mains. Alors, tu as raison René, tu as d'autant plus raison que j'ai entendu hier une information Dany va répondre également juste derrière. qui m'a dramatisé, qui m'a rendu, mais... Rapidement, Fabrice, au moins on laisse ensuite là-bas, je t'en prie. Réponds-lui rapidement, mais comme ça on peut enchaîner. C'est que les femmes se suicident. Les jeunes femmes ont tendance à se suicider, voire à se mutiler, pour ne plus avoir à subir les situations de travail qu'elles ont. C'est un drame. Mais la joie de vivre, c'est important. Un dernier mot, René, puis Dany va réagir juste derrière. Je t'en prie, René. Merci pour ta réactivité. Oui, la question que pose René est une question essentielle. Et il ne faut jamais perdre de vue que la lutte doit être belle. Et j'invite René à aller voir le magnifique film de Gilles Perret, La ferme des Bertrands. Et tout est dedans. Mais parfait. Merci en tout cas. Merci René. Merci à toi. Voilà, La ferme des Bertrands. Je t'en prie. 9h15, Fabrice, une petite seconde. 9h15 sur Zone Radio Galère. Il nous reste 10 minutes, toujours en direct, avec nos économistes, Fabrice Aubert, Dany Bruet. On évoque la guerre sociale, tu casses, tu répares. Il nous reste 10 petites minutes, Fabrice. On va aller à la guerre alors pour quand même développer certaines choses. C'est pas de la joie de vivre. Hein, non, mais pour confirmer ce que disait mon ami Dany, le bonheur c'est dans la révolution. Parce que c'est la révolution qui fait que, tu sais, c'est comme ça germine le printemps, tu ressors du sol, quoi. Et tu as beau couper les fleurs, elles repoussent au printemps. Donc c'est le printemps des révolutions qui fait que par ces actes, quand je te parle de révolution, il ne faut pas forcément couper les têtes, hein, mais c'est mettre en avant les revendications sociales. Il ne faut pas couper les têtes. Non, il faut couper les politiques et pas les têtes. C'est plus efficace. Mais donc, en faisant la révolution, tu retrouves la joie de vivre. Il faut voir les images lorsqu'il y a eu des révoltes sociales ou des révolutions en 1789, le peuple est dans la rue, le peuple fête la révolution, il fête l'arbre de vie, il plante les arbres de la révolution et de la République. En 1968, en 1936 et en 1968, quand les usines sont occupées, les ouvrières et les ouvriers dansent. Payés, par exemple. Et les premiers congés payés, voilà. Tout le monde a pris sa voiture ou le train. C'était le vélo, le tandem. Voilà, l'image, c'est le tandem. Ça, c'est vraiment une joie de vivre. Voilà. Ils ont découvert la mer, les vacances. Et quand tu sais que le capital, aujourd'hui, se sert des vacances pour faire du tourisme industriel, c'est-à-dire une fois de plus de la financiarisation du temps libre, c'est une catastrophe. Alors que les congés payés, c'est véritablement une invention, une création et un conquis social de la classe ouvrière. Il faut le dire, c'est ça la réalité. J'en viens, les allocataires du RMI-RSA, là aussi en relation de 1990 à aujourd'hui,
on est passé de, j'arrive pas à voir les chiffres, de 0,42 millions à 1,69 million d'allocataires au RMI RSA. C'est que moi, le RSA, pour moi, ça veut dire régime sec pour animaux. Donc ça te dit la réalité des choses. Et c'est dans cette période qu'ont été actées à partir de 86 les privatisations industrielles. Hein, les restaurants du cœur. Et en 1992, le traité de Maastricht qui organise le marché unique européen. Donc tu vois que tout est lié. Hein. Si tu prends la pauvreté, on passe de 400 000 à plus de 900 000 à 60% du revenu médian. Tu as 3,6 millions de mal logés. Mais tout ça, c'est Sarkozy, Hollande, Macron qui ont cassé notre système social. L'endettement des ménages est passé de 52% en 2000 à 78% en 2010. Le taux de pauvreté est passé de 13% à 14%. Je veux dire que quelle que soit la statistique que tu prends, il y a eu une casse sociale absolument terrible. Le SMIC. Sauf les statistiques pour les riches. Ah non, là c'est autre chose. Là c'est autre chose. Hein, donc, mais non, mais c'est la prédation. Ça c'est la joie de vivre. Mais tu sais, voilà. Pourquoi on peut dire que les capitalistes sont des prédateurs ? La caractéristique d'un prédateur, c'est qu'il ne se rend pas compte dans sa prédation qu'il détruit la source même de sa vie et de sa survie. Et de ses revenus, voilà. Eh bien, le capital fait exactement la même chose. Il détruit la source de ses revenus, que sont les salariés. Car sans salariés, pas de production de richesse. Et ça, c'est facile à démontrer. Par des personnes disposant de revenus inférieurs à 60% du revenu médian. Ben là, ça passe de 12,6% à 14% sur les mêmes périodes. Donc, si tu veux, tout va toujours dans le même sens. Précarité énergétique. L'évolution du taux de départ en vacances passe de 66% en 1995 à 54% aujourd'hui. Et je te parle que des vacances d'été. Les vacances d'hiver, on avait eu au début des années 60-70 un début d'augmentation. C'était monté jusqu'à 10%. Aujourd'hui, c'est 5-6%. Et comment le capital a compensé ? En faisant venir des touristes étrangers sur nos stations de ski. C'est pour ça que tu entends parler russe, anglais, italien, scandinave dans les stations de ski. Et moi, j'y vais même plus, tu vois, j'ai plus les moyens. La part, le patrimoine des 500 plus riches français par rapport au PIB de 2010 à 2021, c'est passé de 11% à 43%. T'imagines ce que ça veut dire ? Et dans le même temps, regarde, on ne peut pas dire que c'est la faute à la CGT. Le nombre de jours de grève dans la même période est passé de 4000 à aujourd'hui moins de 500. Donc, les grèves n'ont pas empêché. Et alors là, je voudrais citer Louise Michel, qui fut une révolutionnaire lors de la Commune. Notre plus grande erreur fut de ne pas avoir planté le pieu au cœur du vampire, la finance. Tu vois, moi je parle de prédateur, elle parle de vampire, c'est la même logique et c'est la même cohérence. Et observe dans le même temps, cette année, en 2023, 55 492 entreprises ont fait faillite, un niveau jamais vu. Le capitalisme est autophagique, c'est-à-dire qu'il se mange de l'intérieur. Il mange les ressources mêmes qui le font vivre. Les 10% les plus riches reçoivent 23,8% de l'ensemble des revenus. 5 millions de personnes vivent avec moins de 855 € par mois. Les hommes riches ont une espérance de vie de 84,4 ans contre 71,7 ans pour les plus pauvres. Et on leur rajoute 2 ans de plus d'activité. Un actif ou inactif souhaitant travailler sur 4 est en situation de mal-emploi. 2,6 fois plus de garçons que de filles dans les écoles d'ingénieurs. 2,9 fois plus d'enfants de cadres que d'enfants d'ouvriers dans l'enseignement supérieur. Voilà, et dans le même temps, cette année, on va augmenter les factures d'électricité de 8,6%. Alors tu vois, quand les paysans se révoltent, ils arrivent un peu à obtenir. Nous, on ne le fait pas. Ben, on aura entre 8,6 et 9,8% d'augmentation de l'électricité. Là, il n'y a pas que la cause du capitalisme, il y a aussi la cause de la guerre, d'autres
d'autres facteurs de ce genre qui font monter le prix de l'énergie? Non, Non? non. Tu as un graphique sur le rapport, et je te l'ai rapporté, Il nous entre reste l'évolution 3 petites minutes sur les ondes de Radio Galère, mon cher l'évolution Fabrice. des prix à la consommation en glissement annuel. C'est passé de 1% à 2,8%. Et le prix du trafic de conteneurs est passé de 1 000 € le conteneur de 40 pieds à 5 000 €. Donc c'est le transport mondial et nos dépendances de 40% à la consommation mondiale qui est la cause fondamentale de l'augmentation des prix. Bon, je vais être obligé d'arrêter là sur les données statistiques, mais il y aura le document lié avec la vidéo. Je voudrais en venir à la question de la guerre, puisqu'en fait tout ça, c'était pour montrer que la guerre sociale intérieure ne peut que déboucher sur la guerre totale. Et c'est le même mécanisme qu'en 14, parce qu'avant 14, il faut se rappeler, en 1909 en France, il y a eu 1300 grèves. 1300 grèves. Et ça a permis de déboucher sur la création du Code du travail et de la création du ministère du Travail. Et en 14, il y a eu la guerre où les généraux se sont vengés du peuple paysans et ouvriers en les envoyant à la boucherie. Et aujourd'hui, tu es dans exactement la même logique. Pour le ministre allemand de la Défense, Poutine pourrait attaquer l'OTAN d'ici 5 à 8 ans. Lutte ouvrière a fait un texte absolument remarquable, et c'est Lutte ouvrière, ce n'est pas mon mouvement. Autant la guerre qu'il nous prépare. L'OTAN vient d'annoncer un exercice géant impliquant 90 000 soldats européens et américains sur plusieurs mois et désigne implicitement la Russie comme l'ennemi, comme au temps de la guerre froide. Les dirigeants du monde impérialiste se préparent militairement à une guerre de grande ampleur et leur propagande vise aussi à préparer leur population à ce futur conflit. Il faut écouter tous les jours le fait que des généraux et des officiers passent en permanence à la télévision et notamment à LCI pour nous expliquer ce qu'il faut penser, pas simplement sur la guerre, mais sur la manière de faire de la politique. Quand les généraux passent à la télé, eh ben c'est grave parce que ça te prépare à la guerre. Je veux enfin terminer sur la citation d'un livre d'Emmanuel Todd. Parfait, il nous reste une petite minute. La défaite de l'Occident, qui est remarquable. Puisqu'il explique, si tu veux, la guerre en Ukraine, comme n'étant pas, mais ça je vous l'avais déjà dit, comme n'étant pas une guerre entre l'Ukraine et la Russie, mais entre la Russie et les États-Unis. Et les États-Unis sont l'empire en déclin. Et il le montre par deux graphiques démographiques. Tu sais que lui, il avait annoncé l'implosion de l'URSS soviétique et par l'analyse démographique. Et là, il montre que la mortalité infantile dans le monde, la Chine et la Russie ont dépassé les États-Unis. C'est-à-dire les États-Unis ont un taux de mortalité infantile supérieur que la Russie et la Chine. Et enfin, en termes d'espérance de vie, les États-Unis, qui étaient au même niveau que la France et les autres pays européens, désormais voient leur espérance de vie reculer, c'est à dire la dégradation des conditions des conditions de vie des États-Unis. Tu assistes en fait à l'implosion de l'Empire. Je voudrais citer la phrase de Benjamin Netanyahu sur la guerre en Palestine. « Vous devez vous rappeler ce qu'Amalek vous a fait, dit notre sainte Bible. Va frapper Amalek, détruis tout ce qu'il possède et ne l'épargne pas, tue les hommes et les femmes, les enfants et les nourrissons, les bœufs et les moutons, les chameaux et les ânes. » Un régime totalitaire s'installe graduellement grâce à la complicité de notre indifférence. Un peuple de moutons finit par engendrer un gouvernement de loups, nous dit Agatha Christie. Et enfin, Albert Einstein nous dit « On ne résout pas les problèmes avec les modes de pensée qui les ont engendrés. On ne réglera pas les crises du capitalisme avec le libéralisme. La folie, c'est de faire tout le temps la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Depuis des siècles, nous faisons la guerre en espérant la paix. Il faudrait peut-être commencer par faire la paix pour arrêter les guerres. » Voilà, merci. C'est une parole d'espérance, bravo. Tout à fait. Merci beaucoup Fabrice Aubert, merci Denis Brouillet pour ce travail.